Annyeonghaseyo. C'est un plaisir de vous trouver ce soir. Et j'ai choisi de parler des mythes parce que c'est quelque chose qui est très important dans la littérature. Et je pense qu'en Corée en particulier, le mythe est très important. Donc voilà la raison pour laquelle je présente cette conférence sur le mythe et le conte. Je vais m'asseoir parce que je suis un peu fatigué. Qu'est-ce qu'un mythe ? En quoi le mythe diffère-t-il des récits écrits, des romans, des poèmes ? On entend parfois dire que la littérature, sous toutes ses formes, serait comparable aux anciens mythes, qu'elle les aurait en quelque sorte remplacés. Je l'ai entendu naguère d'une autrice de romans policiers dont les forts tirages l'autorisaient sans doute à croire à cette substitution. Les romans policiers, disait-elle, sont les mythes des temps modernes. L'audience d'un roman policier ou d'un film pourrait en effet laisser croire à un rôle commun de cet imaginaire, circulant dans une large audience, comme jadis celle qui participait aux grands récits mythiques, à l'Iliade ou à l'Odyssée d'Homère, au Samguk-yusa coréen, aux généalogies des dieux de la théogonie d'Hésiode, aux mythes fondateurs dans le Kojiki japonais ou dans les récits des héros scandinaves de l'Edda. Idée simpliste, sans doute, qui ne tient pas compte de l'élément distinctif majeur qui sépare le mythe de l'œuvre écrite. Le fait que dans le cas du mythe, il n'y a pas d'auteur et que l'œuvre littéraire est au contraire spécifique d'un individu, dans ce cas de l'autrice du thriller en question. La confusion vient peut-être de l'usage que l'on fait de la littérature. Certains livres, certaines œuvres théâtrales ou certains poèmes viennent à être si connus, si réputés, parfois devenus incontournables, imposés par l'école ou par la tradition, au point d'acquérir une existence mythique. L'exemple le plus frappant est celui de Shakespeare. Son œuvre théâtrale, magnifique, épanouie, pleine de mystère et de développement, est devenue en quelque sorte une parole supérieure à celle du quotidien. On peut tout y lire, tout y entendre. Il existe des lecteurs de Shakespeare qui ouvrent n'importe quel tome au hasard, saisissent une phrase, une réplique, un éclat, et s'en servent pour expliquer le présent ou pour pronostiquer l'avenir. L'auteur lui-même s'est mythifié. Toutes les hypothèses ont été formulées, selon lesquelles Shakespeare aurait été celui-ci ou celui-là, Ben Jonson, ou un acteur inconnu du théâtre élisabétain, ou peut-être Marlowe, Christopher Marlowe, un voyou qui est mort d'un coup de poignard dans une querelle d'ivrogne. Nous avons plusieurs réponses à la question « Qu'est-ce qu'un mythe ?» La plus simple est évidente. Un mythe est un conte dans lequel au moins un des personnages est un dieu. Réponse sans doute trop facile. Certains mythes, dans la tradition orale, ne comportent ni dieu ni déesse. De nombreux contes de la mythologie chinoise mettent en scène d'anciens rois divinisés, appartenant à un autre temps si lointain que leur nature humaine s'est changée. C'est le cas des fameux premiers empereurs, tels que l'empereur jaune, dont l'existence n'est attestée par aucun monument. Parfois, les contes mettent en scène des animaux capables de changer de forme, comme dans le fameux recueil du Pèlerinage vers l'Ouest de Wu Cheng'en, illustrant le voyage du moine Xuanzang qui rapporta les textes sacrés du bouddhisme de l'Inde vers la Chine. Les mythes, comme a tenté de le démontrer le mythographe russe Vladimir Prop, traduisent parfois les structures de la famille ou celles de la société. Ainsi, le dragon, à la fois bienfaisant et dangereux,
est-il le symbole du pouvoir absolu de l'empereur. L'ogresse des contes est la chamane chargée de s'occuper des jeunes filles au moment de la puberté, en les enfermant dans une petite maison pour les soumettre au rite de passage. Pour les structuralistes résolument opposés à ce qu'ils appellent le formalisme de l'école behavioriste, le mythe reste du domaine du langage. Il n'a d'autre raison d'être que dans l'affirmation de l'identité culturelle et dans la classification des éléments de langage. Nous voilà revenus au point de départ. Mythos, en grec, désigne à la fois le conte et le mensonge. Autrement dit, une invention du langage sans lien avec le réel. Le mythe est donc une création collective où la vérité n'est pas celle qui est exprimée. Un des mythes les plus connus de la culture grecque raconte l'histoire d'Œdipe, telle que l'a écrite le tragédien grec Sophocle. C'est l'histoire d'un homme qui fut abandonné de ses parents à sa naissance parce que, lorsqu'il était enfant, un prophète nommé Tirésias, lui-même victime de la vengeance de la déesse Athéna, qui l'avait surprise nue dans son bain, avait prédit que cet enfant, plus tard, serait le meurtrier de son père et épouserait sa mère. Le bébé fut recueilli par un berger et donné au roi de Corinthe Polybos et à sa femme, qui n'avaient pas d'enfant. Mais un jour, Œdipe, craignant pour la vie de ses parents adoptifs, les quitta et part à l'aventure. Sur la route, il croise un homme arrogant et à la suite d'une querelle, il le tue, sans se douter qu'il vient de tuer Laïos, son propre père. Plus tard, il libère la ville de Thèbes de la tyrannie du Sphinx, un monstre mi-femme, mi-lion, qui dévore ceux à qui il pose une devinette. Œdipe est vainqueur du Sphinx et en récompense, il reçoit la couronne de Thèbes et il épouse sa propre mère, Iocasta. Ainsi, la destinée préparée par les dieux est réalisée. J'ai voulu vous montrer une image du Sphinx parce que c'est l'inverse qui s'est produit dans le cas du Sphinx. Le Sphinx a été édifié 2500 ans avant notre ère pour un pharaon dont on n'est pas sûr du nom. Et ce monument est resté comme l'emblème de la royauté. En fait, il semble que le Sphinx était une représentation du dieu du soleil. Mais lorsque les dynasties égyptiennes se sont effacées, le Sphinx était toujours là et il a fallu lui trouver un nom. Et les Grecs l'ont appelé Sphinx à cause du mythe d'Œdipe. Ce n'est pas une représentation de mythe, c'est ce monument qui a reçu son nom à cause du mythe. C'est assez étrange, c'est l'inverse qui s'est produit. Et il s'est appelé Sphinx parce que dans la légende, le mot grec sphinx voulait dire étranglé. Parce que dans l'histoire, dans la légende, le monstre étranglait ses victimes. Vous avez ça dans un mot que vous connaissez sans doute, sphincter. Le sphincter, c'est le muscle qui étrangle, le muscle qui serre. Et donc le sphinx, ça vient simplement du fait que dans la légende, le monstre étranglait ses victimes. Donc c'est l'inverse qui s'est produit pour cette légende. Mais nous allons voir que la légende a quelque chose de particulier. L'histoire d'Œdipe est simple et semble faite pour illustrer le pouvoir absolu du destin dans la culture de la Grèce antique. Mais il y a une autre histoire dans l'histoire, celle du déluge de Deucalion, selon laquelle les dieux en colère contre l'humanité à cause de son manque de respect du tabou de l'inceste décidèrent de la totale destruction de la race humaine et du monde terrestre. C'est une histoire qu'on trouve aussi dans la Bible, dans la Genèse, où le déluge est la conséquence du manque de respect des enfants de Noé pour leur propre père. Ce n'est pas un inceste, mais c'est une offense à l'égard du père.
Donc, c'est quelque chose de grave, et ça a comme conséquence le déluge. Sigmund Freud révéla dans sa théorie le secret de l'enfance devenu obsessif pour les hommes, peut-être moins pour les femmes, cause de chaos et de destruction. Le mythe de destruction est parfois relié à celui de la création. Dans le mythe grec, Déocalion, unique survivant du désastre, implore les dieux afin qu'ils permettent le retour des humains, et c'est en semant des cailloux, c'est-à-dire les os de ses ancêtres, que Déocalion donnera naissance à la nouvelle race humaine, plus respectueuse des lois, du moins on l'espère. La question que pose le mythe d'Œdipe est plutôt celle-ci. Pourquoi la prophétie de Tirésias a-t-elle une telle importance? Et pourquoi Œdipe peut-il, avec sa réponse, pour une devinette aussi banale, vous vous souvenez de la devinette, qu'est-ce qu'il y a 4 pattes le matin, 2 à midi et 3 le soir? Et la réponse est l'humain, parce que le matin, il est un enfant, il marche sur ses 4 pattes, à midi, il marche sur ses 2 pieds, donc il a 2 jambes, et le soir, il a une canne, donc il a 3 pattes. C'est une devinette assez banale. Pourquoi ça avait une telle importance? Et comment la réponse peut-elle vaincre ce terrible monstre de Thèbes? N'est-ce pas parce que les mythes sont avant tout l'essence du langage et que leurs mots possèdent un certain pouvoir inconnu de la vie vernaculaire? Il y a un autre exemple du pouvoir des devinettes dans la mythologie grecque. Cela concerne le plus grand inventeur de mythes de tous les temps, Homère. Selon la légende, le poète trouva la mort lorsque, marchant sur la plage de l'île de Lesbos, il rencontra un groupe de jeunes garçons qui lui posèrent une devinette. « Quelle est cette chose dont je ne peux pas me défaire, bien qu'elle me donne des maux de tête ?» Homère, absorbé par ses pensées, aveuglé par son glaucome, trébucha sur une pierre, tomba et se fracassa la tête. La réponse à la devinette était simple, c'était les poux. Les poux sont cette chose qui donne mal à la tête, mais dont on ne peut pas se défaire. Et à cause de cette simple devinette, Homère, créateur de mythes, trouve la mort. Je vais vous parler d'un autre mythe qui est assez intéressant. Pardon. Un conte cruel, moins célèbre, illustre la relation étroite qui existe entre le mythe et la création littéraire. Un roi de l'Attique, pour récompenser Téréus qui l'avait soutenu dans sa guerre, lui donna en mariage sa fille Procnée. Et de ce mariage naquit un garçon nommé Itis. Téréus était volage. Il tomba amoureux de la sœur de Procnée, nommée Philomèle, qui ne voulait pas de lui. Il la viola. Pour qu'elle ne parle pas de ce qu'elle avait subi, Téréus lui coupa la langue. Mais Philomèle raconta le crime, et comme elle ne pouvait pas parler, elle le tissa dans une toile. Et sa sœur fut au courant. Les 2 sœurs décidèrent de venger l'insulte de manière très violente. Elles tuèrent l'enfant de Procnée, le firent cuire et le donnèrent à manger à son propre père. Découvrant l'horreur, Téréus poursuivit les sœurs pour les mettre à mort. Mais les dieux compatissants changèrent les fugitives en oiseaux. Philomèle devint le rossignol et Procnée devint l'hirondelle. Quant à Téréus, ils en firent un engoulevent, un oiseau de nuit. Cette histoire sombre a servi souvent aux femmes pour symboliser leur recherche de justice dans les crimes sexuels commis par les hommes. Et je fais un aparté sur ce tableau qui est assez saisissant. Il y a un autre tableau qui est moins violent, qui est celui fait par Bouguereau. William Bouguereau était un peintre romantique et il a représenté Philomèle et Procnée comme 2 jeunes filles, 2 jeunes femmes très belles
et innocente. Il a voulu témoigner par là que les femmes, sous leur aspect parfois romantique, non pas violent comme dans le tableau qu'on vient de voir avant, mais romantique, pouvaient être aussi très demandeuses de justice. Elles pouvaient demander la justice pour les crimes qui ont été faits contre elles, et particulièrement pour les crimes sexuels. Vous voyez à quel point le mythe est inséré dans la vie, parce qu'aujourd'hui, vous avez MeToo, et MeToo, ça n'est rien d'autre que ça, c'est la même chose. C'est le même besoin de justice que réclament les femmes lorsqu'elles sont soumises à des crimes violents, en particulier des crimes sexuels. Il y a un autre tableau, je crois qu'il vient tout de suite après. Voici. C'est un tableau qui est fait par une artiste florentine, donc une artiste italienne, qui a vécu longtemps après, dans les années 1600 et quelques, qui a représenté le meurtre d'Holoferne fait par Judith. C'est une histoire biblique. Mais en quoi ce crime concerne Artemisia Gentileschi? Artemisia Gentileschi, lorsqu'elle était encore jeune fille et qu'elle apprenait à peindre, a été violée par son professeur. Et elle a décidé de rendre justice. Et la justice, c'est d'avoir peint son professeur violeur sous les traits de Holoferne. Elle a montré le tableau pour montrer au monde ce qu'elle avait connu. Et la justice qu'elle demandait, c'est-à-dire qu'elle s'est représentée en train de tuer son violeur. C'est un tableau très violent, très cruel. Mais il faut expliquer que Artemisia Gentileschi a intenté un procès à son violeur. Et elle n'a jamais réussi à gagner ce procès. Parce qu'à cette époque-là, le pouvoir des hommes est tel que la justice ne peut pas s'exercer. Donc, il n'y reste plus que le moyen de peindre des tableaux. Et voilà le tableau qu'elle a fait. Et elle a représenté aussi un tableau que je ne vous montre pas là, mais qui montre Lucrèce. Vous connaissez le personnage de Lucrèce? Shakespeare a écrit un poème à propos du viol de Lucrèce, The Rape of Lucrèce. Et ce poème de Shakespeare raconte la même histoire d'une jeune femme qui est violée, qui est insultée par un homme et qui n'a d'autre ressource que de se tuer. Le seul moyen qu'elle a tué, c'est de se tuer. Et donc, Artemisia Gentileschi a représenté Lucrèce en train de se poignarder. C'est un tableau très violent aussi. Donc, parfois, le mythe, la peinture, les arts, la littérature sont reliés. Il y a quelque chose qui les maintient ensemble. Je ferme la parenthèse. L'anthropologue Claude Lévi-Strauss, auteur de la Somme des mythologiques, illustre la logique des mythes amérindiens en montrant ce qui relie les jumeaux, les porteurs de bec de lièvre et les bébés nés par les pieds. Apparemment, il n'y a rien qui les met en contact, mais dans les mythes amérindiens, ils se retrouvent réunis. Tous porteurs de mauvais augure et annonciateurs de tempêtes. La démonstration est brillante. Parfois, elle fut critiquée parce qu'elle mettait en relation des mythes qui provenaient de populations distantes de milliers de kilomètres, populations d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud. Mais la démonstration est brillante. Le mythe en question conjugue deux tabous. Un sur l'interdiction pour une femme de concevoir deux enfants de pères différents. L'autre, de façon drôlatique, ridiculise le lièvre, animal libidineux, qui se cache sous un tronc d'arbre pour mieux lorgner les parties intimes d'une femme. Lorsque cette femme, de colère, le frappe à coups de bâton, elle fend ses lèvres et elle le rend semblable aux deux pieds d'un enfant en train de naître. La colère rebondit sur tout ce qui va par pair, comme les jumeaux, et les punit du mauvais sort et des méfaits de la tempête. Vous voyez comme le mythe, même chez un peuple qu'on prétend primitif, s'articule de façon très complexe, très minutieuse, pour arriver à déterminer que tout ce qui va par deux, des jumeaux, mais les becs de lièvre qui ont la lèvre fendue, et les lièvres eux-mêmes qui ont la lèvre fendue, sont porteurs de mauvais signes, de mauvais augure.
Ainsi, Lévi-Strauss démontre la magnifique logique qui fonctionne dans les contes et les mythes des sociétés dites primitives en dépit de leur apparence de fantaisie. Un autre exemple viendrait de la Chine, de la légende du serpent blanc du lac de l'Ouest. Pour rendre compte de l'inondation qui anéantit jadis la population du lac, le conte met en scène l'amour d'une déesse pour un simple mortel, étudiant en médecine. Cet amour est dénoncé par un moine bouddhiste nommé Fahai, qui révèle que la déesse est en réalité un serpent infernal. En dépit de ces avertissements, le garçon cède à l'amour de la déesse et la rend enceinte. Et ce conte s'achève dans la conjonction psychanalytique entre la rupture de la poche des os de la déesse et la violence de son accouchement et le débordement des eaux du lac qui anéantit tout sur son passage. Sous la forme de serpent, la déesse représente les formes chtoniennes du monde, toujours prêtes à détruire ce qui s'oppose à elle. Là aussi, il y a une logique. Je n'ai pas illustré ce mythe par un tableau, mais il y a la même logique qui met en rapport l'accouchement et l'inondation, dans le cas de cette déesse. Nous avons parlé de la complexité et de l'influence des mythes à travers le temps et dans les cultures. La littérature fut souvent inspirée par la mythologie. Dans l'histoire de la Grèce classique, certains auteurs ont emprunté la voie du mythe, tels que Homère ou Hésiode. Le poète latin Ovidius Naso, Ovide, a composé un ouvrage entier appelé les Métamorphoses, les déguisements utilisés par les dieux pour imposer leurs lois ou pour se mêler des affaires des hommes. L'idée centrale des mythes chez ces auteurs, sans doute sous l'influence de l'Orient, on peut penser au thème du karma, était l'incertitude des formes, la fluidité entre les formes humaines et les formes animales, c'est-à-dire la fluidité du temps et de l'espace. Si un être humain peut être changé en animal, ou en végétal, ou même parfois en minéral, c'est que les limites de l'existence, pour certains, ne sont pas définies. La transformation la plus étrange est rendue possible dans le mythe. Pour séduire la nymphe Danaé, Zeus prend la forme d'un nuage ou d'une pluie, une pluie d'or qui baigne son corps. Le peintre autrichien Gustav Klimt en a fait une transcription saisissante. Dans ce mythe, là je fais une parenthèse sur ce tableau, dans ce mythe, ce qui est montré, c'est à quel point la capacité de métamorphose des forces divines ou des forces infernales peut prendre un aspect complètement invraisemblable. Zeus, le roi des dieux, l'empereur du ciel, prend la forme d'une pluie, et une pluie d'or. Et grâce à cette pluie, il imprègne le corps de Danaé. Danaé va être enceinte de Zeus et elle va donner naissance à un demi-dieu qui est Perséus. Persée. Vous connaissez l'histoire de Persée et d'Andromaque. Cette histoire, Persée est née d'une pluie d'or mêlée au corps d'une femme. C'est quelque chose de très étonnant. Ça montre à quel point la mythologie suit des chemins très, très particuliers, très proches au fond de la psychanalyse. En Corée, le recueil du Samguk-yusa associe la création à la métamorphose. Pour échapper à la solitude du dieu Hwanung, le fils du ciel, comme dans la mythologie mongole, décide d'accéder à la demande des deux animaux légendaires, une ours et une tigresse. Leur demande, c'est de devenir des humains. La légende originaire du Nord, de la montagne du diamant, est connue de tous les Coréens.
Après s'être soumise à un régime d'ail et de liqueur d'armoise, l'ours obéissante épouse Huaneng et de leur union naît le héros Tangun, le premier de la race humaine et celui qui va être à l'origine de la création de la Corée. Vous avez ici une image d'un mausolée dédié à Tangun. C'est un des monuments anciens de la Corée qui se trouve, je crois, actuellement en Corée du Nord, si mes renseignements sont exacts. Donc, mais c'est le seul monument qui est consacré à Tangun. Tangun, le héros, le créateur de la Corée. La littérature, la peinture surtout, ont abondamment illustré cette fluctuation des formes qui est apparente à la magie. Le fantastique dans les arts est très proche de ce thème, et la présence d'êtres fluctuants, apparus de l'au-delà, est commune à toutes les cultures. La fantaisie a le même sens que la fantasmagorie, où les fantômes se mêlent aux humains, et parfois prennent leur forme et agissent à leur place. Il est intéressant de rappeler que lors de l'invention de la photo, à la fin du XIXe siècle, la première utilisation des plaques sensibles fut afin de saisir l'image des apparitions de fantômes. Cet appareil, qui découle de l'invention du philosophe chinois Mo Tzu au 5e siècle avant notre ère, invention de la chambre noire, afin de reproduire le réel, devient ainsi un instrument de matérialisation de l'imaginaire. Mais avant même cette expérience des photographes du XIXe siècle, en 1790, le peintre japonais Muruyama Okyo a laissé une œuvre troublante en peignant l'image de sa femme qui était décédée et qui venait le hanter la nuit. Je vais vous montrer cette image, qui est une des rares images de fantômes qui existent dans la peinture. Voilà. C'est le tableau peint en 1790 par Okyo, Muruyama Okyo. Sa femme étant morte très jeune, il en a ressenti un tel chagrin qu'il a désiré continuer à la faire vivre. Et cette femme est apparue dans ses rêves, ou peut-être comme un fantôme, et il a fait ce portrait d'un fantôme. C'est un des rares tableaux représentant un fantôme. Le mythe infuse la littérature à toutes les époques. Un des mythes modernes les plus célèbres, celui du docteur Faust, mis en scène par Christopher Marlowe au XVIIe siècle, fut repris et augmenté par Goethe, qui se servit pour l'étoffer d'un ancien mythe germanique, celui de la nuit de Walpurgis, durant laquelle des créatures fantastiques ou diaboliques livrent cours une seule nuit par an à un sabbat, durant lequel elles règnent au milieu des vivants et leur imposent leurs lois. La littérature classique a puisé largement dans ce réservoir imaginaire. Les grands classiques tels que Shakespeare ou Racine ou Calderón de la Barca dans La vie est un songe, mais aussi les auteurs modernes tels que Kafka dans La Métamorphose, Dostoïevski dans Les Contes du Souterrain ou Edgar Poe dans Le Chat noir ou dans son extraordinaire poème Le Corbeau. Je vais vous lire le poème de Edgar Poe parce que je le trouve très beau. Je vais vous lire d'abord en anglais. Then this ebony bird beguiling my sad fancy into smiling by the grave and stern decorum of the countenance it wore. Thou by crest be shorn and shiven, thou, I said, art sure no craven. Ghastly grim, an ancient raven, wandering from the nightly shore, tell me what thy lordly name is on the night Plutonian shore. Quoth the raven, Nevermore. C'est ce poème Nevermore qui est un poème fantastique qui parle du mythe, du corbeau dans la littérature. Ce poème Nevermore, repris par Verlaine,
dans un poème très célèbre. « Souvenir, souvenir, que me veux-tu ? L'automne faisait voler la grive à travers l'air atone, et le soleil dardait un rayon monotone sur le bois jaunissant où la brise détonne. » Ça, c'est le poème qui reprend le poème de Edgar Poe. La Corée est une terre de mythes. Par toute son histoire, par ses situations géographiques, elle est au Finistère du continent extrême oriental. Par sa langue et sa culture, la Corée est le réceptacle des mythes inspirés par toutes les rencontres. Parce que j'appartiens aussi, par mon héritage ethno-linguistique, à un autre Finistère, la Bretagne, je ressens une particulière connivence avec la mythologie telle qu'elle est manifeste dans cette autre Corée qu'est l'île de Jeju. Jeju est la terre du feu et de l'eau, le feu dans le secret de son gigantesque volcan, le mont Halla, en quelque sorte l'Olympe de la Corée, dont le cratère est vasé et la plupart du temps caché par les nuages. L'eau, c'est l'éclat de l'océan sur les côtes rocheuses, le son furieux des vagues sur les orgues de basalte au sud de l'île, les longs rivages battus par la houle sur la côte ouest, ou bien la stèle tutélaire de Songsan Ichulbong, le premier point de la Corée, éclairé par le soleil levant. Jeju, lieu de vacances, on dit qu'elle est le lieu préféré des nouveaux mariés chinois, est aussi l'île des tempêtes. Lors de mes séjours à Udo, l'île le plus à l'est de Jeju, j'ai été prisonnier plusieurs jours d'une tempête gigantesque, lorsqu'il me semblait que cette île deviendrait pareille à un radeau à la dérive perdu dans l'océan. Puis tout est rentré dans l'ordre, et c'est alors que j'ai eu envie d'écrire un petit roman intitulé justement « Tempête », dans lequel j'ai évoqué la vie des Haenyeo, les femmes de la mer, et la disparition tragique d'une jeune femme qui s'était aventurée à nager dans la mer déchaînée. Jeju est le lieu même de l'imaginaire. Traditionnellement, l'origine de cette île est dans un mythe féministe, ce qui la rend très différente du reste du continent coréen, comme on l'a vu en évoquant l'origine légendaire de la race humaine relatée dans le Samguk-yusa. À Jeju, trois hommes frustes vivaient sur l'île, ignorant tout de l'art de la cuisine, mangeant froid, se nourrissant parfois de pierres, jusqu'à ce qu'un jour émergèrent de l'océan, venues de l'Est, trois jeunes femmes, mi-déesses, mi-sirènes, qui épousèrent ces hommes et leur enseignèrent l'usage du feu pour cuire leurs aliments. Elles inventèrent ainsi la culture de Jeju et fondèrent les trois grandes familles de l'île qui portent toujours leur nom. Le mythe, comme nous en avons parlé, représente la partie émergée du mystère de la culture humaine. Cette part est avant tout féminine. Le culte des esprits, à Jeju, il est partout présent. Selon la légende, à Jeju, il y aurait plus de 100 000 esprits mous et autant de mudang, ces femmes dont le rôle est d'invoquer les forces naturelles pour bénéficier de leur soutien, comme jadis les trois femmes qui sortirent de l'océan. Lorsque vous marchez dans la campagne de Jeju et de Udo, par ces petits sentiers sinueux appelés Olle, bordés de murailles de pierres sèches, vous apercevez çà et là la présence des esprits, arbres enrubannés pour la cérémonie du Kut, figures de pierre, hôtels secrets qui rappellent le voisinage avec l'archipel d'Amami-Oshima, où chaque montagne est couronnée du tombeau de la Noro, la chamane, où chaque village est ouvert par la route du dieu de la mer qui rend visite aux hommes. Par mes origines celtes, je suis sensible à cette présence de l'invisible dans la nature, aux traces que les fées ont laissées au creux des paysages, au bord des cascades, dans les criques du bord de mer. La Corée est le lieu de ces mystères. L'une des plus fameuses légendes coréennes est celle de Bari Degi, la princesse Bari,
la 7e fille du dieu et de la déesse de la grande ours, partie à la recherche de la fleur d'éternité pour rendre la vie à ses parents. Nous avons une illustration de Baridegi. C'est une peinture de la fin du XIXe siècle qui représente Baridegi qui tient à la main la fleur d'éternité. Elle est descendue dans le underworld, dans le monde des enfers, pour ramener à la vie ses parents. Parce que bien qu'elle ait été chassée par ses parents, elle voue à ses parents un grand amour. Et donc, elle désire les ramener à la vie. Et contrairement à la légende de Orphée et Eurydice, c'est la même légende que Orphée et Eurydice. Vous connaissez la légende d'Orphée et d'Eurydice. Orphée descend aux enfers pour ramener à la vie Eurydice qui est morte avant l'âge. Mais la légende termine mal parce que Orphée se retourne, regarde Eurydice et donc Eurydice retombe dans les enfers. Dans le cas de Baridegi, elle descend dans les enfers, elle apporte la fleur et elle réussit à ramener à la vie ses parents. Donc c'est une légende positive. La même légende que Orphée, la légende grecque Orphée, mais avec un caractère positif. Le romancier Han Sok-yong a donné une nouvelle forme à cet ancien mythe en racontant dans Baridegi l'aventure de cette jeune femme lancée dans un voyage initiatique vers la Corée du Nord afin de fuir la famine et de retrouver son origine. Voyage qui ensuite l'emmène sur un bateau de voyageurs clandestins jusqu'en Angleterre, où la réalité la plus sordide attend les immigrés du monde entier. Donc c'est une interprétation de Han Sok-yong de l'ancienne légende de Baridegi, qui est une des légendes coréennes les plus connues. Jeju est aussi le lieu d'une des expressions les plus remarquables de la générosité des femmes. Chacun a entendu parler des haenyeo, les femmes de la mer, qui ont donné lieu à des fantasmes littéraires. On pense à l'histoire de la sirène dans le conte d'Andersen ou à des reportages cinématographiques à sensation. La vérité est plus prosaïque, mais plus belle aussi. En pratiquant la plongée en apnée dans une mer froide et souvent agitée, les femmes gagnent de quoi nourrir leur famille et se dévouent à leurs enfants. Elles représentent l'héroïsme à l'état pur des femmes coréennes qui ont toujours fait face au destin. Par une sorte de grâce qui n'appartient qu'à elles, elles réussissent cette prouesse de la pêche aux ormeaux à une profondeur que les hommes ne parviennent pas à atteindre. Et elles le font sans se plaindre jusqu'à un âge avancé. Elles ajoutent même, avec ce sens de l'humour qui est la marque de la Corée, qu'elles sont plus à l'aise dans la mer que sur la terre à cause de leurs articulations grincheuses. La récompense de ce travail, c'est leur connaissance de la mer. L'une d'elles, une haenyeo, et j'ai gardé en partie son récit dans mon roman, racontait qu'elle s'était liée d'amitié avec un dauphin qui l'accompagnait dans ses plongées, et ce dauphin l'avait aidée un jour où elle risquait de se noyer à cause de la fatigue. Donc, des légendes même dans la vie actuelle des haenyeo. J'ai voulu vous parler de Jeju, de Udo, des haenyeo dans cette brève conférence consacrée au mythe et à l'écriture, comme un témoignage de reconnaissance à un des lieux du monde qui m'a appris le plus sur la relation entre le rêve et la vie, entre la logique de l'écriture et la nécessaire liberté de l'imaginaire. Avant de terminer, je vais vous montrer, puisque j'en ai parlé, j'ai parlé du goût des Coréens et des Celtes pour l'invisible. Yves Tanguy, peintre surréaliste, était breton et il a peint ce tableau qui s'appelle « Les Invisibles ». Et c'est un tableau dans lequel il traduit son amour pour l'au-delà, pour l'invisible, pour l'inconnu. Kamsahamnida, je vous remercie de m'avoir écouté.
Je suis Song Gi-jung, professeur émérite à l'université Ewha. Et c'est avec un grand plaisir de présider la discussion après la conférence. En effet, c'est ici même que vous avez fait votre première conférence en Corée. C'est en 2001, n'est-ce pas? C'était votre première rencontre avec la Corée. Et depuis, vous avez plusieurs fois visité la Corée et vous avez une bonne connaissance sur la culture coréenne, sur la religion et sur la littérature et sur la langue coréenne. Vous avez même écrit des romans dont le décor est la Corée, comme Tempête, que vous avez mentionné tout à l'heure dans votre conférence, et Pina sous le ciel de Séoul. Par ailleurs, en Corée, il y a plus de 30 livres qui sont traduits et publiés. Donc, vous êtes un des écrivains les plus appréciés par le public, par les lecteurs coréens. Le public, si nombreux, le prouve. Bon, maintenant, entre mes mains, j'ai plusieurs questions à vous poser. Je vais en choisir quelques-unes. Bon, tout d'abord, comme vous avez parlé aujourd'hui du mythe et la littérature, une question d'une étudiante ou étudiant en master, un historien. Bon, je crois que le mythe se trouve entre la littérature et l'histoire. Bon, c'est une littérature parce qu'il y a la narrativité, mais en principe, c'est un peu basé sur la réalité, donc c'est un aspect, le mythe a un aspect historique. Alors que vous, comment vous trouvez le caractère historique au mythe? La relation entre le mythe, l'histoire et la littérature peut-être? Oui. Merci, professeur Song Gi-jung. Vous avez dit des choses très aimables à mon sujet et je vous en remercie beaucoup. Je veux dire que c'est en très grande partie grâce à vous que je connais la Corée, parce que vous avez été mon mentor en Corée, la personne qui m'a permis de comprendre le mystère de la Corée, parce que pour les étrangers, la Corée est un pays assez mystérieux. On dit à propos de la Corée, le pays du matin calme. En réalité, le matin est très bruyant en Corée, il n'est pas du tout calme. Donc, mais il y a un mystère dans la Corée qui est lié, je crois, à l'ancienneté de sa culture, à son héritage, qui est un héritage très complexe. C'est un pays qui a résisté à tellement de problèmes stratégiques, avec la menace qui venait de Mongolie, l'invasion mongole, invasion chinoise, invasion japonaise, invasion européenne. Je rappelais tout à l'heure que il y a quelque chose de frappant dans l'attitude coréenne, c'est le mélange de violence et de gentillesse. C'est quelque chose de très frappant. Le voyageur Hamel arrive sur les côtes de Jeju, son bateau fait naufrage et il est forcé d'atterrir sur l'île de Jeju. Il est immédiatement fait prisonnier, on l'emmène devant un chef de village et là on commence par le battre. Il est battu à coups de bâton, très violemment. Battu sur les fesses, c'est lui qui le raconte, on me donne des coups sur les fesses. Et ensuite, quelques jours plus tard, on le nourrit bien, on l'habille bien et on l'emmène rencontrer le gouverneur. Et le gouverneur le reçoit aimablement. Donc ça, c'est quelque chose, je crois, d'assez caractéristique. Les Coréens, par là, voulaient dire à Hamel, on ne peut pas débarquer en Corée sans avoir prévenu. On ne peut pas débarquer comme ça.
C'est interdit de venir en Corée sans autorisation. Et ensuite, une fois qu'il a passé la punition, on reconnaît que c'est un être humain et on lui donne à manger, on le traite très gentiment. Mais M. Hamel n'a pas été très gentil, parce qu'au bout de quelque temps, après avoir rencontré le roi, après avoir été bien traité, il vole le bateau d'un pêcheur et il s'en va. Et il part il arrive comme un cambrioleur, on peut dire, et il repart comme un voleur. Et ça, c'est, je crois, quelque chose que les Coréens n'aiment pas du tout. Donc, la Corée a cette capacité de défendre son mode de vie, sa culture, qui est très, très fort. Je crois que c'est quelque chose de très fort. Ouais. Je n'ai peut-être pas répondu à la question que vous posiez sur l'histoire et le mythe. La relation entre le mythe et l'histoire. Oui. Il faut savoir que histoire, ça vient d'un mot grec qui veut dire témoigner. Donc les mythes ne témoignent pas. Les mythes, ce ne sont pas des témoignages. Les mythes inventent une réalité historique ou une réalité religieuse ou une réalité poétique, mais leur propos n'est pas de relater, d'être témoin. Par l'histoire, on est témoin, par le mythe, on est poète, on est inventeur, on est rêveur, je veux dire. Deuxième question. Vous avez très jeune, le prix Renaudot, vous aviez 23 ans, je crois, et vous avez reçu aussi le prix Nobel en 2008. Je voudrais savoir la différence de sentiment quand vous avez reçu les deux prix. Vous étiez très jeune, vous étiez assez âgé quand vous avez eu le prix Nobel. Quel était le sentiment? Alors, pour le prix Renaudot, qui était un prix national en France, j'étais à l'époque à Nice, qui est une petite ville, moyenne ville, du sud de la France. Et mon père écoute la radio et il entend que j'ai reçu ce prix. Et il me dit, tu dois aller à Paris. Et je lui dis, mais pourquoi faire? Je n'avais pas envie d'aller du tout à Paris. Et j'ai fini par aller à Paris, mais je n'avais pas très envie. Ça ne m'a pas paru quelque chose de très important. Et pour le prix Nobel, ça a été un peu différent, parce que c'est ma femme, Gemia, qui est ici d'ailleurs, qui a reçu un coup de téléphone de l'Académie Nobel de Suède, qui a dit « On vous annonce que votre mari a reçu le prix Nobel ». Et elle vient et ma femme me dit « Je crois qu'on a un problème ». Et donc là, la question, c'était comment faire pour échapper aux journalistes, pour échapper à la télévision. Et j'ai regardé, il y avait une sortie à l'arrière de l'immeuble. Je pouvais m'échapper par la sortie. Mais donc, ça a été un peu difficile. C'est pas la réponse attendue, je pense. En tout cas, merci. C'est vrai que vous êtes un écrivain connu comme quelqu'un qui fuyait toujours les journalistes en France, qui n'aimait pas trop avoir les interviews avec les journalistes. Ça, je m'en souviens. Une autre question. Dans votre livre Poisson d'or, vous avez parlé d'une jeune fille qui avait beaucoup souffert. Aujourd'hui même, vous avez parlé des femmes maltraitées, femmes violées, femmes qui avaient la souffrance, etc. En tant qu'homme, vous vous intéressez à la condition féminine, à la vie des femmes. Est-ce qu'il y a un motif ou la raison pour laquelle vous vous êtes intéressé à la condition femme? Oui, je crois que ça a été une question de mon éducation. Mon père était très féministe, c'est-à-dire qu'il pensait que les hommes devaient savoir coudre, savoir cuisiner, savoir laver leur linge, faire leur chambre, faire leur ménage. Il ne voulait pas que les hommes considèrent que les femmes étaient leurs domestiques. Et ma mère était, au contraire, elle était une pianiste. Donc, elle jouait du piano, et pendant ce temps-là, mon père cuisinait, allait faire les courses,
faisait le ménage, raccommodait ses chaussettes. Il était très bon pour raccommoder les chaussettes. Et donc j'ai eu dans ma famille le gros avantage de connaître un couple dans lequel c'était la femme était une artiste et l'homme était la personne pratique qui faisait le travail à la maison. J'ai jamais vu ma mère cuisiner. Elle ne savait pas cuisiner. Et quand mon père est décédé, vraiment, elle a eu beaucoup de mal parce qu'elle ne savait pas faire à manger. Je crois que ça vient de là. C'est une éducation comme ça. Et je pense qu'on devrait davantage apprendre aux garçons, quand ils sont petits, qu'il faut faire les mêmes choses que les femmes. Ils peuvent les faire aussi bien. Faire les tâches ménagères, organiser la vie, faire des courses, toutes ces choses qui très souvent sont laissées aux femmes comme si c'était nécessairement leur rôle. Après, je pense aussi que les femmes et les hommes doivent avoir une grande égalité dans les chances. Je pense qu'il faut faciliter les études et que ce ne soit pas uniquement des études littéraires pour les femmes et scientifiques pour les hommes. Il faut vraiment inciter les femmes à faire des études dans tous les domaines. Et elles le font. Il y a de plus en plus de femmes qui maintenant remplissent les rôles que remplissent les hommes. En France, il n'y a qu'un seul domaine dans lequel les femmes ne sont pas encore entrées, c'est la marine. Très étrange. La marine est le seul domaine dans lequel les femmes ne peuvent pas entrer. Et ça, c'est une vieille tradition. C'est une tradition qu'une femme à bord d'un bateau, c'est dangereux. Le bateau va faire naufrage. Donc, on ne veut pas de femmes dans la marine. Mais je pense que ça va changer. Bon. Vous avez toujours beaucoup de curiosité pour la culture autre. Et vous avez beaucoup de passion pour des choses nouvelles. D'où vient cette passion? D'où vient cette curiosité? Oui, alors, là aussi, c'est une question d'éducation, parce que je suis né dans une famille qui était plurielle. Ma famille était mauricienne de l'île Maurice, le plus petit pays du monde, l'île Maurice, la plus petite république qu'il y a sur la Terre. Et ma famille est originaire de là, mon père et ma mère sont originaires de là. Mais je suis né en France, donc j'ai un côté mauricien et un côté français. Les Mauriciens privilégiaient l'anglais, donc je pourrais dire que j'étais assez jeune, j'étais pratiquement bilingue. J'ai écrit des romans en anglais, j'ai écrit des romans en français. Et je crois que ça donne le sentiment que la culture est plurielle, qu'on est fait d'influences très diverses. Par exemple, les Coréens pensent toujours qu'ils sont un peuple unique, mais ils ont une longue tradition d'un héritage chinois. Il y a une relation, ne serait-ce que par l'écriture, avec la Chine. Ils ont une influence qui est due d'un côté au christianisme, de l'autre au bouddhisme, donc des influences qui viennent de l'étranger. Et je crois qu'on est tous pluriels, on est tous le résultat de mélanges physiques ou intellectuels. On est tous le résultat de mélanges. Et je crois que ça, c'est assez important. En plus, en Corée, vous avez vraiment la différence entre la Corée continentale et les Jejuiens. Les Jejuiens parlent un dialecte qui est un peu différent du coréen continental. Et vous avez vu, quand j'ai présenté les mythes, l'histoire de l'ours et de la tigresse, ça ne les intéresse pas. Baridegi, ça ne les intéresse pas. Eux, c'est 3 femmes qui sont sorties de la mer et qui ont épousé 3 hommes qui étaient sortis de la terre. C'est une légende complètement différente. De la même façon, lorsqu'il y avait la guerre contre les Japonais, les Jejuiens ont eu une relation commerciale importante avec le Japon. Et les grands potiers, les grandes poteries qu'ils ont faites au Japon, ce sont des poteries coréennes. Les Coréens ont exporté au Japon la poterie. Donc il y a ce mélange, au fond, qui fait que je crois que même en Corée, malgré l'unité apparente, c'est une nation qui est composée, qui est unique, mais composée d'éléments assez différents. Et je crois que ça, c'est important.
Et moi, je pense que c'est les relations entre les cultures qui peuvent préserver de la guerre, préserver des injustices. Si on peut communiquer avec toutes les nations, si on peut comprendre toutes les nations, on aura plus de chances d'atteindre la paix. J'en parle parce que j'étais à Paju il y a quelques jours pour une rencontre littéraire à propos de la paix. Il y avait un autre prix Nobel, Madame Svetlana Alexievitch, qui était présente à Paju, et nous avons parlé des possibilités de paix. Et moi, à chaque fois, j'ai dit, mais cette possibilité existe, mais elle ne peut exister que dans la rencontre. Il faut se rencontrer, il faut se connaître. Si on ne se rencontre pas, on va vers la guerre. Si on ne favorise pas les rencontres culturelles, alors on se retrouvera sur le champ de bataille. Et donc, c'est, je crois, quelque chose d'important. Dans votre livre Chansons bretonnes, vous avez beaucoup parlé de la Bretagne et aujourd'hui même vous avez mentionné Jeju. Mais vous avez souvent dit que la Bretagne et Jeju, il y a comment dirais-je, une similitude. Vous vous sentez à Jeju, la Bretagne. En Bretagne, la Bretagne fait penser à l'île Jeju. Expliquez-nous un peu ce rapport entre la Bretagne et l'île Jeju. Alors, il y a d'abord la similitude physique. La Bretagne et Jeju ont en commun les roches noires sur la mer, la violence de la mer. La Bretagne, c'est un pays de la mer. Le nom de la Bretagne, c'est Armor, c'est-à-dire le pays de la mer. Et Jeju, c'est un pays de la mer. Et encore plus quand on va à Udo, dans les petites îles qui sont autour de Jeju. Après, il y a une similitude aussi dans la culture, parce que je crois que ce sont Jeju et la Bretagne ont connu aussi cette difficulté de relation avec le continent. Et on sait, chacun connaît l'histoire de Sassam, la répression qui a eu lieu à Jeju et dans le sud de la Corée. Et ça c'est quelque chose qui est dû à la différence de l'héritage. Et en Bretagne, il y a eu la même chose. Il y a eu une répression très violente au moment de la Révolution française. Les troupes révolutionnaires ont persécuté les Bretons parce que les Bretons étaient religieux et parce qu'ils parlaient la langue bretonne et parce qu'ils étaient différents. Parce que les Bretons avaient les cheveux longs, par exemple. Les révolutionnaires coupaient les cheveux très courts. Les Bretons portaient les cheveux très longs. Et donc, il y avait des oppositions comme cela. Et c'est encore vivant aujourd'hui. Encore aujourd'hui, quand vous allez en Bretagne, vous avez le sentiment que vous changez de nation. Vous êtes dans la même, ou plutôt vous changez de patrie. Vous êtes dans la même nation, mais vous changez de patrie. Les Bretons sont rattachés à la Bretagne. Ils font partie de la nation française, comme les Coréens sont rattachés à leur petite patrie de Jeju, tout en faisant partie de la nation coréenne. C'est je crois, quelque chose d'assez semblable. Quelqu'un a posé la question. Michel Tournier a décrit les rapports entre les mythes et la littérature en les termes suivants. Les mythes et leurs images permettent de transmuter des thèmes profonds, philosophiques, en matériaux littéraires. Souscrivez-vous à une telle hypothèse ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette idée. Ok. À l'heure actuelle, il y a dans cette planète la guerre d'ici et là, d'une part entre Israël et Hamas, dans l'autre côté, il y a encore la guerre entre la Russie et l'Ukraine. À l'heure actuelle, dans cette situation tragique, est-ce que vous avez des choses à dire aux enfants et les jeunes? Parce que on vous pose cette question-là parce que vous avez écrit L'enfant et la guerre. Vous avez vécu vous-même la guerre et vous avez écrit en vous souvenant de votre
enfance elle-même. Hein. Oui, je suis de ces enfants qui sont nés pendant la guerre, comme M. Hwang Sok-young, je crois qu'il est né pendant la guerre de la Corée. Et il y a encore quelques personnes de cette génération. Il n'y en a plus beaucoup. On est de moins en moins nombreux. Mais je me souviens de la guerre entre la France et l'Allemagne. Je me souviens des soldats allemands. Et je me souviens d'un bombardement. J'habitais chez ma grand-mère et une bombe est tombée juste à côté de sa maison où j'étais. Et c'était comme un tremblement de terre. Et j'ai vu l'autre jour, en lisant les relations des journalistes, qu'un jeune homme racontait les bombardements qui ont lieu en ce moment sur la bande de Gaza. Et il disait, c'est comme un tremblement de terre. Il a utilisé exactement les mêmes mots. Une bombe qui tombe à côté de votre maison, c'est comme si vous viviez un tremblement de terre. Donc ce sont des souvenirs très violents. Et les enfants qui sont aujourd'hui soit en Ukraine, soit en Palestine, et qui sont soumis à la violence des bombardements, ils s'en souviendront toute leur vie. C'est quelque chose qu'ils ne pourront pas oublier. Moi, je me souviens, c'était une seule bombe, elle ne pesait que 1000 kilos. Maintenant, les bombes pèsent 2, 3, 4 000 kilos. Ce sont des bombes extrêmement puissantes. Elles peuvent traverser tout cet édifice dans lequel nous sommes, du haut en bas. Donc, ce sont des armes extrêmement puissantes. Et les enfants qui vivent dans cette situation-là, bon, les adultes aussi, mais les enfants principalement, je pense à eux parce que j'ai été dans cette situation et je m'en souviens. Donc, j'ai beaucoup de pitié pour eux. Pour les enfants qui ont été tués en Israël, pour les enfants qui sont tués aujourd'hui dans la bande de Gaza, pour les enfants qui sont tués en Biélorussie et en Ukraine. Je pense à eux. Ces enfants ne font pas la guerre. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire que la guerre. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une nation. Mais en revanche, quand une bombe tombe, ils s'en souviendront. Est-ce que vous avez toujours des choses à écrire? Est-ce que vous avez toujours les imaginations? Et d'où vient cette idée? Enfin, voilà la question. Est-ce que vous n'avez pas d'obsession d'écrire, surtout après le prix de Nobel? Je crois que comme beaucoup d'écrivains, j'écris toujours le même livre, c'est-à-dire j'utilise toujours les mêmes éléments, qui sont des éléments familiaux, des livres que j'ai lus et que j'ai aimés, des souvenirs que j'ai d'une vie plus récente mais qui m'ont marqué, comme la rencontre avec les Haenyeo. Ça, c'est une rencontre qui a compté dans ma vie parce que c'est tout à fait extraordinaire. Et donc, je me sers de ces éléments et je les recycle dans d'autres scénarios. Et j'utilise, je crois, les mêmes ingrédients pour faire des cuisines différentes. Parce qu'on parle de cuisine. Maintenant, pourriez-vous nous parler un peu de cinéma coréen, parce que vous avez écrit Balaciné. Dans ce livre, vous avez mentionné plusieurs cinémas coréens. Est-ce que vous regardez toujours beaucoup de cinéma, beaucoup de films, et est-ce qu'il y a quelques films qui vous touchent parmi les cinémas coréens, par exemple? Oui, je parle de Balaciné. Oui. Vous avez écrit sur les cinémas coréens dans ce livre. Oui. Est-ce que vous regardez toujours les cinémas coréens ou est-ce que vous regardez toujours beaucoup de films? Est-ce que vous avez encore un projet d'écrire un autre Balaciné? Oui, j'aime toujours le cinéma. C'est un art j'ai grandi avec cet art parce que ma grand-mère avait dans son appartement un petit appareil de projection et des petits films c'était 9 mm, des très petits films. Et j'ai regardé beaucoup de ces films qui duraient 5 minutes. Alors il y avait des documentaires
Et il y avait des films comiques, beaucoup de films comiques, avec Harold Lloyd ou Charlie Chaplin, ou des films que regardaient les enfants à cette époque-là. Et j'ai appris à faire des projections, c'est-à-dire je collais ces petits films les uns aux autres, et après, avec un projecteur un peu plus grand, j'organisais des projections de cinéma, je composais les affiches et j'invitais mes camarades de classe à venir voir le film dans le couloir de ma grand-mère. Donc j'ai vraiment aimé cet art-là. Ça a été très important pour moi. Et j'ai découvert aussi des trucages. Par exemple, le fait de ralentir l'image, parce que c'était un projecteur manuel, on tournait une manivelle. Alors quand on allait lentement, on avait le ralenti. Si on tournait vite, on avait l'accéléré. On pouvait aller en arrière, on avait les gestes qui se renversaient. Et tout ça, ça m'a donné l'impression que le cinéma était une technique avant tout. Il fallait posséder la technique. Et donc j'apprécie beaucoup le cinéma coréen parce que techniquement, c'est un cinéma qui est très développé, très, très ingénieux, qui a beaucoup d'imagination. Et il y a un cinéaste que j'aime beaucoup qui est Lee Chang-dong, qui est aussi un romancier, un cinéaste. Et donc c'est quelqu'un qui traite des sujets qui m'intéressent et qui les traite à la manière d'un romancier. Donc c'est un des cinéastes que j'aime. J'ai aimé quelques films de Park Chan-wook. J'ai trouvé que c'était violent, mais que c'était très, très bien fait, vraiment très bien fait. J'ai eu la chance de rencontrer Park Chan-wook et j'ai échangé des mots avec lui et j'ai trouvé que c'était un homme assez intéressant. C'est un Séoulite, un homme de Séoul qui adore la ville de Séoul, qui refuse de quitter Séoul. Et il est allé une fois à Hollywood, mais il n'a pas aimé. Il est revenu tout de suite à Séoul parce qu'il pense que c'est là qu'il doit travailler. Et Lee Chang-dong voyage davantage, lui, mais c'est quelqu'un aussi de très honnête. Donc, le cinéma coréen est très inventif et très, très original. Quelquefois un peu violent, mais je pense que ça s'explique par le rapport qu'il y a entre le cinéma et la littérature en Corée. La littérature coréenne aussi est assez violente. Donc, il y a un fond de violence auquel peut-être l'histoire de la Corée n'est pas étrangère. Le fait que la Corée soit un pays sous la menace de la guerre, soit un pays dans une situation intermédiaire, soit un pays déchiré avec une rupture géographique, et un des pays qui a connu une des guerres les plus féroces qui a eu lieu. La guerre de Corée, on n'en parle jamais en Europe, mais pour moi, c'est la Troisième Guerre mondiale. C'était une guerre de l'importance des deux premières guerres mondiales. Donc l'héritage d'un pays où il y a eu une guerre aussi violente est un héritage qui forcément peut connaître la violence. Et puis il y a aussi les ruptures entre générations. La jeune génération qui a du mal à accepter l'autorité de l'ancienne génération. Donc il y a des ruptures. C'est un cinéma de rupture et de ce fait, un cinéma violent. Mais très intéressant, je l'aime beaucoup. À chaque fois que je peux, je regarde un film coréen. Bon, ce sera la dernière question. C'est une question assez mignonne. Quel est le meilleur moyen de connaître le monde? Le voyage, la lecture? Et est-ce que vous auriez quelques conseils à donner à la jeune génération? Oui, il y a un film de Jean-Luc Godard, un cinéaste que vous connaissez peut-être. Jean-Luc Godard, un cinéaste de la nouvelle vague française. Et il y a une réplique qui est, à mon avis, de Jean-Luc Godard. « Si tu veux connaître le monde, ferme les yeux, Rosemonde. » Voilà, c'est la réponse. Pour connaître le monde, ferme les yeux. Et là, tu connaîtras le monde. Bon, merci beaucoup de votre belle conférence et je vous remercie aussi d'avoir répondu à toutes les questions si gentiment. Je vous remercie et en attendant, en espérant la prochaine rencontre ici même à la Fondation de Daesan, je vous remercie encore et je vous dis au revoir. Merci. Merci, professeur. Merci beaucoup.